Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. Et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour ce webinaire matinal sur l'avenir des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Cet échange est organisé conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et vise évidemment à vous offrir une analyse plus claire des enjeux qui façonnent actuellement notre économie. Je te cède la parole, Frédéric. Oui. Alors, Frédéric Boivard, je suis président chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. C'est un webinaire qui tombe à point aujourd'hui concernant les relations canado-américaines. Les relations commerciales entre nos deux pays, ce sont les plus importantes au monde, puis c'est un moteur essentiel depuis le traité du libre-échange pour l'économie québécoise. On est dans un contexte mondial qui est marqué par des tensions et des incertitudes. Puis, on va se le dire, c'est vraiment important de commencer à comprendre quels sont les impacts pour nos entreprises, puis surtout pour les entrepreneurs de comprendre où tout ça s'en va en termes de dynamique. Alors aujourd'hui, on a réuni deux experts qui vont partager avec nous leur lumière, leur analyse, leur savoir. Premièrement, Louise Blais, ancienne ambassadrice à l'ONU et puis conseillère stratégique en affaires internationales chez les États-Unis, ainsi que Philippe Goujon, qui est directeur économiste chez ECCO. Juste pour vous mettre à jour pour le fonctionnement, nous avons reçu préalablement quelques questions de votre part que nous adresserons à Louise et Philippe. Et vous aurez aussi la possibilité d'écrire vos autres questions directement dans le Q&A que vous voyez au bas de votre écran. Et moi et Frédéric, évidemment, on va surveiller le tout pour faire le tour de toutes vos questions, idéalement à l'avant la fin du webinaire qui va se terminer vers 8h25. Pour votre information aussi, on enregistre le présent webinaire pour permettre à d'autres entrepreneurs de bénéficier de ces échanges par la suite en rediffusion. Et vous pourrez retrouver le lien sur les sites Internet des chambres de commerce. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif de la rencontre avec la présentation de nos deux intervenants que j'invite, Louise et Philippe, à vous présenter. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce matin, surtout avec l'heure avancée. Là, on est tout un peu décalé, on ne s'est pas encore habitué. Alors, merci infiniment. Alors, pour me présenter très, très rapidement, moi, je suis une petite fille de Québec. J'ai été élevée à Québec, j'ai grandi ici, mais je suis partie à l'étranger. Je suis devenue diplomate et j'ai servi le Canada un peu partout à travers le monde, mais beaucoup aux États-Unis. J'ai fait 2 postes aux États-Unis, finalement comme consul général à Atlanta. Et c'est là vraiment là, que j'ai travaillé très étroitement, surtout avec les républicains, parce que j'étais vraiment dans le sud-est des États-Unis, donc c'est un peu leur univers. Et je suis maintenant, j'ai quitté le gouvernement et je travaille dans le secteur privé et je donne des conseils au Conseil des affaires du Canada, au QG100 au Québec et aux entreprises pour naviguer l'environnement géopolitique. Disons que ça fait 3 ans que je fais ça. Ça n'a pas été une période calme. Et aujourd'hui, avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, bien sûr, ça crée beaucoup, beaucoup d'incertitudes et d'anxiété. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager un peu ce que j'entends des entreprises avec qui je travaille et des associations, et aussi pour vous donner un peu mes idées sur où se positionne le Canada là, en ce moment sur l'échiquier mondial et les impacts que ça peut avoir sur vous et vos affaires. Merci, Louise. De mon côté, je suis directeur économique chez APECO, une firme de consultation en économie qui fait affaire avec beaucoup d'entreprises, organismes, le gouvernement aussi. Je suis un économiste de formation, mais j'ai fait aussi de la politique pendant 7 ans et demi, de 2015 à 2022 avec la CAQ. J'ai été notamment directeur de cabinet du ministre des Finances jusqu'en 2022. Préalablement, j'ai travaillé à l'UPA et à Statistique Canada, puis je commente régulièrement l'actualité politique et économique dans les médias, TVA, LCN, RDI. Puis aujourd'hui, on m'a invité à venir vous parler un peu plus de l'aspect économique, mais j'ai aussi avec une touche politique qui est ma force. Donc voilà, ça me fait plaisir ça me fait plaisir de participer à ce webinaire qui, j'espère, sera intéressant pour tout le monde. Merci. Alors, on va tomber dans la question. Je débute, si vous le voulez bien. C'est une question ouverte qui se veut ouverte à Louise et à Philippe également, concernant là, la situation actuelle. Il y a tellement eu d'évolutions depuis les dernières semaines. On navigue de rebondissement en rebondissement. Pas plus tard que vendredi, c'était la question de la riposte chinoise. Il y a une succession d'applications de tarifs en cours là, au niveau de l'acier, de l'aluminium. Il y a également
des retards, pas des retards, mais on postpone pour le futur l'application de tarifs jusqu'au 1er avril. C'est facile d'en perdre son latin quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas beaucoup de temps de se renseigner au niveau des médias. Donc, c'est vraiment l'objet aujourd'hui de la rencontre. Alors, sans plus tarder, là, c'est une question ouverte aux deux, Louise et Philippe. Là, peut-être au niveau, Louise, côté évidemment politique, au niveau des tarifs, tout ça, puis évidemment Louis, avec Philippe, toute la question économique là, au niveau de la possibilité de stagflation, d'une stagnation, puis d'une inflation également, d'un cycle économique déflationniste. Donc, est-ce que vous pourriez, chacun d'entre vous, mettre la table pour la suite du webinaire, s'il vous plaît, en termes de situation actuelle? Mais peut-être je peux parler du politique et du contexte politique et laisser Philippe s'attaquer plus directement à ça, mais aussi au contexte économique. Écoutez, juste pour dire que effectivement, en ce moment, on est dans l'incertitude totale. Depuis son élection, Donald Trump a annoncé des tarifs. Il a commencé avec 25 puis finalement, bon, une fois qu'il a été assermenté, il a pris le pouvoir. Ça a été une série d'annonces et une série de mises en pause et les déclarations s'embriquent et reculent et il avance. On sent, la semaine dernière, il y a eu vraiment, je pense, un retranchement de sa part. Il parle des tarifs à toutes les sauces pour toutes les raisons. Vous les avez entendus, c'est le déficit commercial, c'est le fentanyl. Non, à un autre moment donné, c'est qu'on abuse d'eux, qu'ils nous subventionnent. Il y a toujours à chaque intervention différentes raisons. Donc, il a créé un genre d'environnement de chaos. Je ne pense pas qu'il a embarqué les Américains dans ça correctement jusqu'à ce moment-ci. Mon analyse est qu'il a été maladroit. Ça a été fait de façon très aléatoire et ça a créé beaucoup d'incertitudes aux États-Unis. Et même les médias qui sont normalement très positifs par rapport à Donald Trump mettent des bémols un peu partout. Alors là, à quoi s'attendre cette semaine? C'est l'acier et l'aluminium qui devraient mettre en place, mais bon, est-ce qu'ils vont le faire? C'est la grande question. Et on s'en va droit devant le 2 avril, où là, il a vraiment parlé de la réciprocité. Et là, c'est pas juste le Canada, le Mexique ou la Chine qu'il vise. Le 2 avril, c'est la terre entière. Tous les alliés avec qui ils font affaire, ils ont apparemment réussi à faire une analyse qui, à mon avis, est impossible dans le temps qu'il leur a donné, de dire quels étaient effectivement le genre de réciprocité qu'il veut mettre en place. Il a même parlé, pas juste de tarifs, il a parlé de barrières non tarifaires que les pays peuvent avoir. Et on sait, là, depuis quelque temps, il parle chez nous de la TPS comme étant un tarif qu'on leur impose, ce qui n'est pas du tout le cas, là. Alors, on est vraiment dans ça. Moi, on pourra en parler un peu plus tard. Quelles sont les tactiques? Qu'est-ce que le Canada devrait faire pour répondre? Ça me faire plaisir d'en parler et de parler de la conjoncture, mais canadienne. Mais pour le moment, vraiment, je pense que on sent il reçoit beaucoup d'appels, qu'il reçoit que les membres du Congrès lui disent c'est allé trop loin, trop fort, trop vite. Et là, comme on en parlait tout à l'heure en se préparant, on entend aussi, bien entendu, que là, il prépare un peu son public à une récession américaine comme étant quelque chose qui devrait, un passage pour un monde meilleur. Est-ce que les Américains vont vraiment embarquer là-dedans? Ça reste à voir. Et puis finalement, ben, effectivement, on est trop prise depuis vendredi à une riposte chinoise par rapport aux tarifs qu'on avait mis sur les véhicules automobiles, qui est un message, à mon avis, tout à fait direct, qui nous dit au Canada, ben écoutez, vous avez fait ça pour être en arrimage avec les Américains, puis finalement, ils vous envoient promener anyway. Alors, peut-être que vous devriez revoir vos tarifs sur la Chine. Donc, on nous met un peu en sandwich entre deux grandes puissances et c'est une position tout à fait inconfortable pour le Canada et on pourra en reparler un peu plus loin, mais là, j'aimerais vraiment entendre Philippe sur son point de vue. Ben, juste pour être sûr que tout le monde est à la même place, ce qui s'est passé récemment, c'est que voyons, Trump a dit 25% sur tout, sauf 10% sur l'énergie et 10% sur la potasse. L'énergie, là, en gros, là, il y a l'électricité qui nous touche particulièrement. Il y a aussi le gaz, le pétrole, il y a les minéraux critiques aussi qui sont inclus dans cette catégorie-là. Ça, c'est ce qui était annoncé.
qui a commencé à être mis en œuvre lors de la semaine dernière et que Trump a annoncé finalement, on va reculer sur tout ce qui est couvert par l'ASEUM, qui est l'entente que lui-même a signée lors de son premier mandat. Mais là, ce qui est problématique, c'est que c'est pas clair la proportion de ce qui était touché initialement de l'ensemble des produits qui est vraiment rendu exempté jusqu'au 2 avril. L'exception qu'il donne, c'est jusqu'au 2 avril, jusqu'à temps que les tarifs réciproques dont Louise vient de parler devraient être mis en place. Puis je partage l'analyse de Louise. Les tarifs réciproques sur l'ensemble des produits, l'ensemble des partenaires commerciaux des États-Unis, c'est impossible à faire de façon rigoureuse. Ça ne pourra qu'être ciblé sur certains éléments qu'ils vont avoir eu le temps d'identifier parce que c'est la terre entière presque qui fait affaire avec les États-Unis. Ils ont des partenaires principaux, le Canada, Canada, Mexique, Chine, c'est 40% des échanges commerciaux des États-Unis, mais ça reste que il reste 60% que c'est le reste du monde. Donc, ce qu'il veut faire le 2 avril, c'est vraiment très complexe et difficile à faire. C'est pour ça qu'on tous les analystes, moi, Louise, on se dit, est-ce qu'il va vraiment réussir? De quoi ça va avoir l'air? C'est vraiment difficile à anticiper. Puis c'est ce qu'on peut dire de tout ce qu'il a fait jusqu'à date, c'est que c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Qu'est-ce que ça provoque au niveau de l'économie? Ben, c'est une incertitude complète depuis l'élection de Donald Trump. Puis je me suis amusé à aller voir, je pensais peut-être le présenter plus tard, mais je peux pas le présenter parce qu'il fallait que je le demande d'avance. Si vous allez regarder les marchés, le marché, le Dow Jones, il a fait ça comme ça, mais en gros, quand tu regardes depuis l'arrivée de Donald Trump, on est revenu au même point. Il ne s'est rien passé. Pendant ce temps-là, en Europe, c'est comme ça. Ça a augmenté. Pourquoi? Parce que eux, leur économie n'est pas encore menacée par l'incertitude comme il se passe aux États-Unis. Donc, l'effet Trump se voit déjà dans les marchés, puis les marchés, c'est une projection de ce qui va se passer dans le futur, les anticipations des rendements futurs. Donc, en ce moment, les investisseurs disent ça ira pas bien dans le futur. Au début, on était contents parce qu'ils se disaient que ça allait être bon pour l'économie, mais finalement, toutes les menaces tarifaires ont des impacts très importants sur l'économie, puis sur les rendements futurs. Puis comme Frédéric le disait, on pourrait se retrouver avec une situation de récession et de stagflation parce que la récession, ce qui se passe, la récession, je reste encore, on va faire attention, Donald Trump ne garantit pas qu'il n'y en aura pas, mais c'est quand même, il va en falloir beaucoup pour amener une économie en surperformance à une récession. Mais quand même, il va y avoir un ralentissement économique et des tarifs, ça ne peut qu'augmenter les coûts d'importation de tout ce qui est fait aux États-Unis, de ce qui est acheté. Donc, ça va créer une inflation. Puis c'est ça de la stagflation, c'est une faible croissance et une inflation, ce qui fait que tu n'es pas capable ton économie n'est pas capable de suivre la croissance de tes prix, c'est très nocif pour l'économie, ce genre de situation-là. Donc, en gros, c'est ça qui se passe en ce moment. Puis, on voit qu'il y a aussi des tarifs qui pourraient être mis du côté du Canada. Ils ont déjà un premier 30 milliards. Ils ont décidé d'attendre pour le deuxième 125 milliards depuis que l'annonce du report de la mise en œuvre de ce qui n'est pas ASEUM. En tout cas, j'en parle un peu mon latin, mais bref, il y a un autre 125 milliards qui, ça, pourrait être aussi dommageable pour eux parce que c'est leurs entreprises qui vont être moins aptes à exporter vers les États-Unis. Donc, globalement, c'est ça le portrait, mais clairement, ce qui se passe, c'est que les investisseurs, les entreprises, l'économie est déjà largement affectée par ce qui se passe aux États-Unis et ce n'est pas positif. Il n'y a en ce moment personne qui y gagne parce que quand tu as un changement, puis que 2 jours après ça rechange, puis 2 jours après ça rechange, il n'y a personne qui peut prévoir ce qui va vraiment se passer pour son entreprise et est obligé d'attendre que ça se stabilise. Même celles qui pourraient y gagner doivent attendre d'être certaines que ça se stabilise avant de faire le moindre investissement. Merci beaucoup. On va tomber à la deuxième question pour compléter la mise en bouche, là, avant de tomber dans les questions plus pratiques avec les entrepreneurs. Il reste qu'actuellement, ce que le Canada vit, c'est une croisée des chemins. Je pense pas que de mémoire, on a vécu cette espèce de tremblement de terre-là. On a toujours navigué sous la pôle américaine, confortable, parfois moins, mais souvent confortable. Là, on est forcé de se redéfinir comme pays, et on est forcé également de redéfinir notre politique étrangère et toutes les relations commerciales qui en découlent. C'est assez monumental. Donc, on est aux prises avec un voisin qui est assez imposant.
On est imbriqué dans une économie continentale, là, puis on se le rappelle avec les accords de libre-échange avec le Mexique, Canada et États-Unis. Alors, il y a toute une espèce de repositionnement qui se fait partout dans le monde, puis le Canada n'en est pas exempt, ça c'est certain. Et ce que je veux bien comprendre avec Louise et Philippe, c'est où est-ce que tout ça s'en va, puis quelles seraient potentiellement les possibilités. Certains ont évoqué, par exemple, un arrimage plus important avec la communauté européenne, d'autres parlent peut-être d'accentuer des bilatérales avec le Mexique, d'autres parlent plus généralement des BRICS, qui est un autre vecteur de croissance. Je pense qu'on n'a jamais eu un moment aussi important en termes de redéfinition de qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut régler, qu'est-ce qu'on veut établir en termes de relations commerciales. Puis ben, je poserai d'abord ma question à Louise à ce chapitre-là. Louise, comment vois-tu, premièrement, les pièces dans les airs, où est-ce que tu penses que les morceaux de Lego vont atterrir? Qu'est-ce que le Canada, au final, va devenir en tant que partenaire économique puis joueur politique dans le monde? Ouf! C'est vraiment la grande question. Bien entendu, comme tu disais, Frédéric, on n'est pas, non seulement on n'est pas exempté, on est les plus exposés. Je pense que dernièrement, après l'Ukraine, c'est vraiment nous qui avons le plus à perdre ou qui sommes le plus affectés par les humeurs du président Trump. C'est clair. Le Mexique aussi, mais nous, pour des raisons différentes, on est un partenaire militaire, le Mexique ne l'est pas. On a beaucoup de vulnérabilité par rapport aux Américains, de qui on dépend énormément. Alors, je pense que là, on se réveille. On se réveille un peu tard, à mon avis. Nous, le milieu des affaires, ça fait longtemps qu'on dit au gouvernement qu'il fallait prendre nos responsabilités. On parle de l'OTAN, de nos investissements militaires, on parle de notre structure sécuritaire au Canada. On avait perdu des plumes à l'international depuis plus de 10 ans, même encore, en poursuivant une politique internationale axée sur nos valeurs plus que sur nos intérêts. Donc, on exportait nos valeurs, on faisait la leçon à des pays, puis on s'est pris des chicanes avec des pays quand même assez importants. Alors, ça a été l'Arabie saoudite, ensuite ça a été l'Inde, ben, ça a été la Chine, bien entendu, après l'Inde. Et quand Donald Trump a été élu, certains de nos dirigeants ont décidé de s'en prendre au Mexique et de négliger notre relation encore plus avec le Mexique, qui était une erreur tactique à mon avis. Alors, aujourd'hui, avec un président qui, pour une raison, pour une autre, on peut en parler, a décidé de cibler le Canada. De tous les pays sur la Terre, c'est le Canada qui est le plus ciblé. Il a l'air d'être vraiment obsédé par le Canada. Le gouverneur Trump, l'annexation, 51e État, c'est les tarifs. Et là, on parle qu'en privé, il aurait menacé notre gouvernement de nous expulser des cinq yeux, des Five Eyes, de se retirer de notre entente NORAD pour la protection de l'Amérique du Nord. En tout cas, tout est sur la table. Donc, et le message qui est envoyé à l'international, c'est qu'effectivement, les Américains, ce ne sont plus les protecteurs et les meilleurs amis du Canada. Et donc, avec le comportement qu'on a eu jusqu'au moment de l'élection de Trump, on se retrouve très fragilisé sur la scène internationale. Moi, je peux vous le dire, j'étais à l'ONU sous le dernier mandat de Trump. On est un peu seul et isolé. Et on peut parler, puis là, je veux juste ouvrir quelques pistes de réflexion parce qu'on pourra en parler longtemps, mais il faut faire attention. Je comprends, il faut se diversifier, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut surtout améliorer notre commerce à l'intérieur du Canada. Ça, c'est clair, net et précis. Mais pour ce qui est des marchés internationaux, je veux bien, mais il faut faire attention. Parce que la géographie, c'est important en commerce international, on le sait. Et aussi, l'Europe se serre les coudes et l'Europe va toujours défendre l'Europe et s'occuper de l'Europe en premier. On a eu toutes les misères du monde à faire ratifier notre entente de libre-échange avec eux. Il n'est encore pas ratifié par tous les pays européens. Ça vous donne une idée, là. Et moi, je l'ai vu à l'ONU, quand on arrive au bout de la chose, ils vont prendre des décisions qui sont excellentes pour eux, mais peut-être pas pour nous. Pour le moment, moi, je ferai très attention de se faire instrumentaliser par l'Europe pour se positionner contre les États-Unis. C'est nous qui avons le plus à perdre dans une situation comme ça. Alors, je pense qu'on est mieux d'essayer de tirer notre épingle du jeu en travaillant avec tout le monde, mais en faisant pas
mais évitant la confrontation le plus possible. C'est dur, on est choqué, contre Donald Trump. Je le comprends, je comprends, je partage ce sentiment-là, mais il faut faire preuve de plus de tact. Et les sorties qui ont eu lieu cette semaine aux États-Unis dans les médias, Mélanie Joly, je comprends, cette semaine, ça a été fait, qu'on a essayé de présenter leur président comme un prédateur. Et c'est correct, c'est fait, c'est cette semaine, c'était dans le mood, mais je pense qu'il faut tourner la page maintenant. Il faut faire très attention de parler par-dessus la tête du président américain, qui qu'il soit, à ses électeurs. C'est dangereux. Et on n'apprécierait pas si eux faisaient ça avec nous. Alors, je pense qu'il faut comprendre, là, on a eu Doug Ford, on a eu des sorties, et là, à ce moment-là, je pense que François Legault fait preuve de beaucoup de tact. Il a, oui, fait écrire une lettre dans le Hill Times, dans le Hill, The Hill aux États-Unis, mais ce qui était encore à l'époque positif. On est partenaires, on veut travailler avec vous. Je pense qu'il va falloir revenir dans le positif parce que les Américains, en général, sont ouverts à ça. Alors, je pense pas qu'ils sont embarqués dans cette. Il y a beaucoup de. Moi, je parle à beaucoup de républicains, puis ils comprennent pas pourquoi vraiment Donald Trump s'acharne sur nous et ne partage pas son opinion. Alors, je pense qu'il faut maintenant prendre un grand respire, regarder vers l'avant, essayer de ramener la relation continentale où elle devrait, tout en pensant à des marchés internationaux. Mais je pense qu'il va falloir aller de façon très, très posée. Philippe, à toi. Ouais, c'est ça, je voulais juste rebondir un peu sur ce que tu disais, Louis, c'est la raison, je crois, aussi pour laquelle il y a un sentiment, des interventions aussi véhémentes de la part de nos politiciens, c'est qu'il y avait des contextes politiques particuliers au Canada. Tu as parlé de Rob Ford, tu as parlé de Mélanie Joly, qui sont des personnes qui sont en campagne électorale. Rob Ford il a été réélu. Tu as le Parti libéral du Canada qui est en élection de son nouveau chef, qui va bientôt être en élection générale. Donc, ce contexte-là tend à vouloir perpétuer encore dans le temps, dans les prochaines semaines à tout le moins, ce discours-là un petit peu revendicateur, un petit peu négatif envers les États-Unis. Mais c'est certain qu'à moyen long terme, ce genre de discours-là ne pourra pas permettre de se rapprocher. Et la seule solution à moyen long terme, c'est de se rapprocher. Parce que tu l'as dit, Louise, au niveau de la géographie, c'est l'élément numéro un qui entre dans le commerce. Parce que c'est toujours plus facile d'aller voir ton voisin pour lui vendre ton concombre que d'aller à l'autre bout du Canada le vendre. C'est juste, c'est aussi simple simplement parce qu'il ne sera plus bon rendu à l'autre bout. Bref, c'est un exemple simple pour montrer que la géographie, on ne pourra pas s'en passer, on ne pourra pas passer à côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de se diversifier, parce que peut-être qu'on ne va pas assez en Ontario, peut-être qu'on ne va pas assez au Nouveau-Brunswick, peut-être qu'il y a des marchés européens qu'on n'a pas assez développés. Il y a des marchés ailleurs au Canada qu'on n'a pas assez développés. Ça, c'est certain. Puis les premiers ministres se sont engagés à le développer d'ailleurs. Puis avec la semaine passée, ils ont fait une déclaration ensemble qui était très, très, très positive sur cet aspect-là. Mais on est condamné à se rapprocher des Américains parce que ça reste aussi la première puissance économique mondiale. C'est très difficile. On peut pas se fermer à eux. Donc, il va falloir se rapprocher. C'est juste que temporairement, pour des raisons politiques, il y a des politiciens qui ont choisi l'autre discours, puis ça a fonctionné pour Rutherford. Fait que peut-être que ça va continuer au fédéral. Ce que je retiens de ce que vous dites à date, c'est que premièrement, il y a un devoir de cohérence à l'interne où on a beaucoup de tarifs. Hein. On voyait dans les derniers articles, on parlait d'un 4 milliards de recettes supplémentaires. Si le Québec, qui est le champion de des tarifs internes, bougeait, il y a également le destin, ben, c'est la géographie. Hein. Donc, on est imbriqué dans un continent qui favorise le rapprochement. Donc, Marie-Josée, à toi. Oui, absolument. Vraiment intéressant. Merci quand même pour vos réponses très complètes. Là. Ça nous permet de vraiment de tout démystifier ce qu'on vit actuellement. Puis Philippe, je vais te cibler pour la prochaine question. Tu sais, les tarifs, là, ça reste flou pour plusieurs entrepreneurs. Tu sais, on va dire les vraies choses. Je vous disais tantôt, en plus, dans notre échange préliminaire, c'est qu'on a de la misère à tout suivre. Tu sais. Donc, peux-tu nous expliquer le fonctionnement concret pour une entreprise canadienne versus américaine et pourquoi ce sont des leviers économiques et qui en paie réellement le prix?
Tu sais, c'est-tu les consommateurs, c'est-tu le gouvernement, c'est-tu les entreprises, tu sais? Puis Louis, Ben, n'hésite pas à compléter, là. Tu sais, j'ai ciblé. ouais. J'aime toi pas Louise, mais même si pendant mon intervention, euh, à la base, celui qui paie le tarif, c'est celui qui achète. Donc, je vais reprendre mon concombre, je l'envoie à une entreprise du Maine. C'est l'entreprise du Maine qui va devoir payer 25% de plus pour mon concombre. Donc, c'est lui l'acheteur. Par contre, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que le vendeur sait que l'acheteur va devoir payer 25% de plus. Donc, il va avoir un échange entre les deux, puis ils vont essayer de voir si le vendeur peut assumer une partie de ce coût-là. Par contre, quand le vendeur sait qu'il est seul à vendre sa production, il n'y a pas de raison pour lui de baisser son prix. Parce que lui, il a ses coûts à payer, il veut générer des profits parce que ses actionnaires le veulent notamment, ou juste pour lui-même, pour se payer un salaire tout à fait décent, simplement parce qu'il y a plein d'employés, puis s'il baisse trop, il va être obligé de faire des mises à pied. Donc, il y a le vendeur, s'il sait qu'il n'a pas besoin de baisser son prix pour pouvoir vendre, il ne le baissera pas nécessairement. Donald Trump mise un peu sur le fait que ça va faire mal aux entreprises canadiennes puis qu'ils vont être obligés de baisser leur prix pour pouvoir exporter aux États-Unis. Puis, mais ça ne fonctionnera pas dans toutes les industries. Puis je vous inviterais à aller voir. Il y a Desjardins qui a fait un travail super intéressant là-dessus pour identifier c'est lesquels les secteurs les plus à risque par rapport justement en tenant compte de la dépendance des États-Unis envers le Canada. Puis un des éléments qui montre qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'aluminium et des voitures, oui, l'intégration est élevée, oui, on exporte beaucoup mais leurs alternatives sont faibles. Ils en ont peu. Donc, ils vont être obligés, malgré une hausse du prix, d'acheter au Canada. Les voitures, ils ne pourront pas changer du tout au tout leur chaîne d'approvisionnement aux États-Unis. Ça va prendre des années à reconstruire des bâtiments qui coûtent des milliards. On a entendu les annonces des gouvernements pour construire Volkswagen en Ontario. Ça coûte des milliards, ces usines-là. Tu ne ramènes pas ça sur un coup de tête d'un président qui change d'idée régulièrement. Donc, c'est. Puis après, tu as posé la question, Marie-Josée, qui paie? Au final, ça va être les acheteurs, les derniers, c'est-à-dire les consommateurs. Parce que si les prix augmentent, ce ne sont que ceux qui les consomment qui peuvent l'assumer, à moins que c'est des entreprises intermédiaires qui décident, OK, je vais baisser ma marge de profit pour pouvoir essayer de conserver mon marché. Puis toute cette discussion-là sur les tarifs, je vais prendre le temps de dire, il y a un fondement intéressant et peut se justifier. Nous, au Canada, on a des tarifs pour la gestion de l'offre. C'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Qu'est-ce que ça permet, la gestion des tarifs? Ça permet qu'on ne produit que qu'est-ce qu'on consomme et qu'on n'importe à peu près aucun produit laitier, pas d'œufs, pas de poulet, et on exporte aussi à peu près pas. Donc, ça limite les échanges, mais ça a permis de développer une industrie qui est quand même saine, qui fonctionne avec des plus petites entreprises, et si les tarifs tombaient tout d'un coup, ça fonctionnerait, il y aurait des chamboulements importants. Ça a été un choix qui a été fait dans un contexte très précis, très concentré. Ça a permis de créer quelque chose. Mais si tu mets des tarifs sur l'ensemble, tout ce que tu fais, c'est venir augmenter l'ensemble de tes prix. Peut-être que certaines industries qui n'étaient pas profitables avant vont devenir profitables si tu construis aux États-Unis. Parce il y a des avantages. Pas pour rien qu'on produit ici, c'est que ça coûte moins cher au Canada. On a des avantages au niveau de l'électricité, au niveau notre dollar. Donc, il y a des raisons pour lesquelles c'est nous qui produisons qui pourraient disparaître avec ces tarifs-là, puis tout soudainement, ce serait bon de produire aux États-Unis. Mais l'affaire, c'est que qui va payer pour que ce soit profitable de construire aux États-Unis? C'est encore les consommateurs américains. Donc, quand c'est trop large comme ça, les effets que Donald Trump dit vouloir provoquer ne pourront pas se produire parce que il va y avoir les ramifications vont être trop vastes, il va augmenter trop les prix, pourrait provoquer une récession ou un ralentissement économique trop fort pour pouvoir faire du reshoring, comme il dit. Merci, c'est très clair. Louise, je vois que tu as ouvert ton micro. Veux-tu compléter?
Oui, ben, je pense que c'est une explication parfaite. La seule chose que je voudrais rajouter, c'est effectivement son but ultime au bout de la ligne, c'est qu'il dit il veut rapatrier les industries au Canada, aux États-Unis, pardon, il veut être autodépendant. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre. C'est juste pas possible, tu sais. Il y a pas, ils ont leur taux Le chômage est à de 4 chômage. C'est ça. Les employés, moi, je le sais, je travaille avec des entreprises qui voulaient faire des expansions bien avant tout ça aux États-Unis, là, pas déménager leurs opérations, mais agrandir aux États-Unis, venir s'installer. C'est rendu excessivement difficile. Le marché du travail est complètement saturé là-bas. Et donc, alors, il ne peut pas, comme Philippe disait, remplacer. C'est pas juste, comme Philippe le disait, c'est aussi le fait que dans le temps, ça, c'est pas possible, ça prend des années, puis ça prend de la certitude, comme Philippe disait, mais c'est aussi que la main-d'œuvre n'est pas du tout là, puis au contraire, il la déporte. Alors, tu sais, alors, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Et Philippe a raison, il y a des fois des tarifs, ils peuvent avoir une explication et on a protégé, nous, notre culture dans nos négociations à l'international. Il peut y avoir toutes sortes de choses comme ça qui peuvent être faites pour des raisons très précises. Mais là, lui, dans ce qu'il est en train de faire, c'est juste pas réaliste. Puis je terminerai juste en disant que c'était quand même ahurissant, hallucinant d'entendre le secrétaire au Trésor, Lotnick, de dire qu'il n'avait pas compris avant la mise en place des tarifs, la première annonce, il n'avait pas compris l'impact sur l'industrie automobile parce qu'ils n'avaient pas calculé que les pièces font à l'aller-retour. Là. Alors, tu mets le 25 à chaque fois. Là, je veux dire, ça, ils avaient pas, il l'a dit lui-même qu'il avait mal compris un peu. Il a fallu que ce soit les entreprises qui viennent à la Maison-Blanche puis disent, mais pensez quoi là? Alors, il a quand même mis quelqu'un en charge du commerce extérieur qui ne connaît pas les rouages du commerce. Oui, c'est un investisseur, c'est un hedge fund manager, puis il a fait beaucoup d'argent sur Wall Street, mais ça ne veut pas dire que c'est un économiste comme Philippe ou que c'est quelqu'un qui comprend les, l'intégration de l'économie nord-américaine. Alors, les décisions qui sont prises sont juste pas réalistes. Ils utilisent les tarifs d'une manière de façon. Là, je dirais, s'il y avait mis un tarif de 5 sur tout, même voire 10 ça aurait été presque gérable, avec certaines exceptions ici et là. Tout est dans l'excès, tout est dans l'irréalisme et comme Philippe disait, des objectifs qui ne sont pas réalisables avec les outils qu'ils utilisent. C'est fou, hein? Ça donne Je vais me permettre. l'impression qu'il y a plein d'improvisation. Vas-y, Philippe, tu veux Ouais, dire? exactement, mais juste ce que tu dis, Marie-Josée, ça va exactement. Ils mettent 10% de tarifs sur l'électricité. Ouais. Ça touche directement le portefeuille de tous ceux qui allaient dire, hey, on va baisser vos prix. Ça montre l'ampleur de l'improvisation quand tu cibles. Puis le pétrole aussi, il y a les raffineries, puis en même temps, il dit qu'il veut développer le pipeline dont j'ai oublié le nom, qui va vers les États-Unis. Et, c'est complètement improvisé. Puis c'est ce qui fait que ça crée énormément d'incertitudes, parce que quand c'est aussi improvisé, tu te dis jusqu'où il est prêt à aller. Hmm. Jusqu'où il est prêt, puis à quel point il va écouter le commentaire comme c'est pas bon ce que vous faites. Donc, puis on le voit à date, il revient tout le temps, il revient tout le temps, même si à peu près les marchés lui disent que ça fonctionne pas, les entreprises lui disent que ça fonctionne pas, tout le monde dit que ça fonctionne pas, mais il va quand même de l'avant. Puis cette incertitude-là est extrêmement dommageable. Mais je m'arrête là. Puis on voit les... Non, non, mais c'est super intéressant. Puis on voit les secteurs qui sont ciblés, hein. Tu as parlé le produit laitier qui s'en vient le 2 avril, l'agroalimentaire, l'acier, l'aluminium cette semaine. Puis ces secteurs-là, ben, ils sont ciblés par les États-Unis. Il y a une riposte aussi au niveau du Canada. Tu sais, Louise, c'est pas dangereux, cette escalade-là, justement, les conséquences diplomatiques, économiques associées sur nos entreprises québécoises, ça va être quoi les impacts? Peut-être que tu peux compléter, Philippe, mais c'est quelque chose de voir ça, là, c'est inquiétant. Oui, ben là, on est vraiment dans une guerre qui est une guerre tarifaire parce que le Canada a annoncé dès le premier jour sa riposte. Moi, je dirais que euh, euh,
Si je conseillais le premier ministre, j'aurais pas annoncé la riposte immédiatement. J'aurais fait comme la présidente mexicaine a fait. D'ailleurs, on a eu là une pause. Donc là, on se retrouve que pendant un bout de temps, euh, l'idée qu'on a des tarifs sur les États-Unis qu'on n'aurait peut-être pas mis en place, on avait su qu'il y avait une pause. Donc, on est allé trop vite. Et j'entends des fois des analystes qui disent que la raison pour laquelle ils ont fait marche arrière et ils ont mis en place, comme Philippe le disait, cette inclusion de tout ce qui était compatible à la CEUM était parce que le Canada avait mis des tarifs. Voyons donc, non. Ce qui leur fait le plus mal, c'est leurs propres tarifs. C'est sûr que nous, on ajoute, on cible on a ciblé des districts plus vulnérables, des districts qui sont MAGA, mais c'est pas ça qui a fait reculer. C'est vraiment les entreprises américaines qui essaient de faire comprendre que les tarifs américains sont dommageables. Donc, là, nous, on s'est embarqué dans une guerre tarifaire. On a déjà poussé la note. On a déjà joué cette carte-là. Là, on a dit qu'on n'allait pas mettre en place la deuxième vague en attendant de voir qu'est-ce qu'elle a pu se passer le 2. Je pense que dans le contexte, c'était la bonne décision. Et moi, je pense sincèrement qu'il faut avoir la vue d'ensemble du 2 avril. Il faut voir où le Canada se positionne comparativement à ce qu'il va imposer sur d'autres pays. Ça va beaucoup nous indiquer qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit procéder. Euh, je, j'ai aussi appris qu'on a beaucoup d'amis, comme vous le savez, républicains, des gens plus raisonnables que Donald Trump, qui ont des postes importants aux États-Unis, qui ont été très timides et silencieux jusqu'à maintenant. Par contre, ils attendent un peu qu'ils puissent pouvoir riposter, qu'il y a un terrain politique possible pour eux d'avancer, parce qu'il a été tellement élu avec quand même une majorité, il est arrivé tellement en force que tout le monde a dit qu'on va. Puis moi, je me suis fait dire ça directement par les républicains, des sénateurs puis des représentants. C'est on va lui donner une chance. Il l'a gagné. Et ils disent il a fait campagne sur ce genre de. Il a été élu pour ça. Donc, on ne peut pas s'objecter. Alors, ils l'ont laissé aller, sachant très bien qu'avec lui, il revient toujours un peu en arrière. Et ils espèrent encore que ce soit une tactique de négociation avec nous pour négocier la CEM. Alors, il y en a beaucoup qui pensent ça. Alors, je pense que pour le moment, la meilleure chose que nous pouvons faire en ce moment, c'est d'attendre la patience. Le temps, je pense, va être notre ami. Laisser le 2 avril arriver, continuer à parler à nos amis, mais pas faire la leçon dans les médias. Rester un petit peu plus peut-être en retenue là, pour le moment. Et pour tirer notre épingle du jeu, comme Philippe disait, il faut à un moment donné réussir à réparer la relation. C'est un marché trop important pour nous. Donc, on devrait faire attention de ne pas escalader plus qu'on devrait, même si on leur en veut beaucoup. Et pour le moment, je pense qu'on est mieux d'être plus diplomate. Euh, et puis, on pourra toujours, plus tard, lever le ton encore lorsque ce sera nécessaire. Très bon. Je pense Merci. que la diplomatie, c'est toujours gagnant. Est-ce que tu voulais compléter, Philippe, ou je passe la POC à mon collègue Frédéric? Parfait, vas-y. Alors, on voit qu'il y a un océan de contradictions dans la politique américaine. Il y a beaucoup d'incohérences, on en parlait, mais il me semble-t-il qu'il y a quand même une ligne directrice qui est cohérente en termes de résultats concrets sur le terrain. C'est qu'on a vu depuis les dernières semaines beaucoup d'entreprises, là on parle le nom je ne l'ai pas en tête, mais c'est une compagnie de semi-conducteurs de Taïwan qui investit massivement des milliards aux États-Unis. On a vu une ligne de production pour la Honda Civic qui revient aux États-Unis. Il y a vraiment un mouvement de réindustrialisation de la part des États-Unis. Ça, c'est vraiment ce qui distingue tout le chaos qu'on vit en ce moment. Puis ça va être fait à nos dépens, hein, évidemment. Et là, ce qu'on sent, c'est que c'est une tentative de vampirisation. Là, littéralement, on veut siphonner tout ce qui est d'industrie puis le ramener ça aux États-Unis. Alors, pour nous, ça a des conséquences, Philippe, entre autres. Récemment, on avait une étude nationale qui avait été faite par le CETEC qui, dans le contexte très précisément du reprenariat et des transferts d'entreprises, parce que ça mène à l'économie à risque au niveau de la région, il était noté qu'il y avait pour près de 5000 transferts d'entreprises juste dans la région de Québec au cours des 4 prochaines années. Alors, qui dit transfert, évidemment, on comprend que les gens sont rendus à un certain âge et veulent laisser aller leur entreprise. Là, tout ça fait en sorte qu'on est quand même vulnérable. Il y a des joyaux, peut-être qui risquent à terme de disparaître, mais
je pense que de notre côté, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire également, c'est de dire, effectivement, il y a le marché américain qui est présent, qui est par vertu de la géographie très proche de chez nous, mais il y a un impératif également de diversification. La diversification, ça se fait pas en 3 semaines, on le comprend. Récemment, on faisait une sortie médiatique avec la Chambre de commerce de Lévis et la Chambre de commerce Canada-France. Et on mettait en lumière des entreprises qui avaient bien réussi leur diversification. Je pensais à Optel dans le domaine de la traçabilité, qui ont conquis les marchés européens, ils sont même vendus en Asie. Plusieurs entreprises comme ça qui tirent leur épingle du jeu parce qu'ils ont diversifié leurs risques et leur marché. J'aimerais ça parce qu'on a vu quand même beaucoup de programmes annoncés dernièrement. On a vu Panorama, là, on a vu la BDC qui a laissé aller 5 milliards actuellement en termes d'aide temporaire pour les entreprises, tant au chapitre de la liquidité que des coûts remboursables pour développer les marchés. Philippe, parle-nous un peu plus de cette stratégie-là de diversification. Quels en sont les avantages et évidemment là, les potentiels défis, puis comment le gouvernement peut actuellement nous accompagner et pourra dans le futur, compte tenu de toutes les aides qui vont venir vers les entreprises. Ben, je commençais par dire que la diversification, c'est une réduction du risque. C'est aussi simple que ça. Euh, Si j'ai un seul acheteur pour mon produit et que cet acheteur-là fait faillite, je vais faire faillite. Si j'ai trois acheteurs pour mon produit, un fait faillite, je ne ferai pas faillite parce qu'il va m'en rester deux autres à qui je vais pouvoir vendre ma quantité. C'est le même concept que tu fais pour le commerce international. C'est sûr qu'il y a une question de poids, d'importance. Tu peux avoir un acheteur plus majeur, mais plus tu as d'acheteurs différents, plus tu as de marchés différents. Donc, si tu es aux États-Unis, tu es en Ontario, tu es en France, tu es ailleurs, en plus d'être aux États-Unis, si les États-Unis te font mal, il te reste les autres. Donc, Mm. développer ces marchés internationaux, essayer de ne pas être qu'en un seul endroit, c'est Mm. la meilleure chose que vous pouvez faire. Est-ce que c'est toujours possible? Probablement pas. Ça va dépendre des produits, ça va dépendre. Des fois, il y a juste une question de transport, de compétition. Des fois, tu peux pas exporter ton produit. Je reviens à mes concombres. Là. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cet exemple au début au début, là, mais on ne peut pas exporter en Europe des concombres. On peut les exporter localement par camion, mais on pourrait exporter des pièces quelconques qu'on fabrique parce que si on est capable de les fabriquer moins cher malgré le transport, ça peut être un avantage. Il faut regarder ces alternatives-là. Et les gouvernements se sont fortement engagés en ce moment pour dans cette trajectoire-là. Ils ont sorti des programmes, des mesures, ils disent, faut diversifier vos marchés. On va être là pour vous aider. On va être là pour vous aider au niveau des liquidités temporairement pour faire face à l'incertitude, mais on va aussi être là pour vous aider à augmenter votre productivité et à développer d'autres marchés. Donc, c'est paradoxal, mais si vous êtes capable de regarder vos chiffres, faites attention quand même, mais investir maintenant, ça peut être vraiment rentable parce que c'est souvent dans des situations de crise où tout le monde est arrêté, tout le monde attend, tout le monde se regarde, que s'il y en a un, deux que eux autres, ils vont all-in puis ils disent, OK, moi, je me diversifie, moi, j'investis dans mon entreprise. Quand tout ça va se calmer, parce que ça va se calmer, un jour, ils vont être en avant de tous les autres qui vont avoir attendu. Donc, c'est une bonne occasion, surtout que de l'argent disponible. On n'aurait pas cru ces argents-là disponibles il y a quelques mois, simplement parce que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont dit qu'ils voulaient réduire leurs dépenses. Mais là, il y a de l'argent dans le contexte. Ça peut être une bonne occasion, simplement parce que vous allez peut-être être les seuls dans votre secteur à avoir osé investir. Mais il faut évidemment être prudent parce que vous pouvez jouer avec la pérennité de votre entreprise, mais ça pourrait être jouer avec une pérennité puis être gagnant. Parce que c'est pas sûr que tout le chaos actuel va se perpétuer si longtemps que ça, parce que ça ne sera pas vivable. Puis Donald Trump montre déjà des signes d'incertitude sur la suite des choses. Il dit qu'il va faire des tarifs réciproques, mais il montre systématiquement qu'il recule. Donc, il y a quand même des perspectives intéressantes. Fait que, la diversification de vos marchés, ça doit être une priorité lorsque c'est possible, parce que ça va réduire vos risques, puis en ce moment, l'argent est là pour vous aider. Je vais forer un petit peu plus, puis ma question va aller vers Louise. Louise, tu as connu une carrière incroyable au niveau diplomatique au Canada, mais à l'étranger, mais tu as quand même vu toute l'artillerie des gens qui peuvent accompagner les entrepreneurs partout dans le monde. Moi, j'étais des fois à Berlin ou au Japon, puis tu voyais les gens des délégations du Québec, également les gens de Global Affairs, plus au niveau de l'accompagnement commerce, tout ça.
qui étaient véritablement des vrais entrepreneurs qui accompagnaient les entrepreneurs à percer des marchés, puis qui faisaient des liens, du maillage avec, tu sais, vraiment, c'est des petites abeilles qui sont extrêmement productives. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, alors, en fait, moi, ça m'a toujours surpris. Merci pour la question, Frédéric. Ça m'a toujours surpris jusqu'à quel point plusieurs entreprises connaissaient pas, ils faisaient pas appel aux délégués commerciaux du Canada et on a de la chance parce qu'au Québec, on a une équipe à travers le monde. C'est pas toutes les provinces qui ont des bureaux à l'étranger pour le développement du commerce, mais le Québec en a justement dans les endroits stratégiques à travers à travers le monde. Alors, c'est des ressources incroyables. Puis dans le cas du fédéral, je pense que je ne suis pas 100% certaine sur le Québec, mais du côté fédéral, c'est gratuit. C'est un Ouais. service gratuit qui est offert aux entreprises, l'accompagnement. Bon, il y a certaines choses, il faut rencontrer certains critères, mais quand même, c'est un service extraordinaire. Maintenant, ce que je ferais aujourd'hui, c'est qu'on a, pour toutes les raisons qu'on évoquait, on a par le passé au fédéral vraiment investi et élargi nos bureaux et nos délégués commerciaux aux États-Unis. Et parce que c'est notre plus grand marché, on fait plus affaire, on faisait plus affaire avec ma région aux États-Unis, là, Alabama, Tennessee, les Carolines, la Georgie et le Mississippi, qu'on faisait avec toute l'Europe. Alors, c'était des marchés vraiment extraordinaires. Cependant, c'est aussi les États-Unis, l'endroit où on avait jusqu'à présent le moins besoin d'accompagner nos entrepreneurs parce que c'est un voisin, ils font des affaires comme nous, c'est clair, on peut échanger et jusqu'à un certain point, bon, on parle la même langue. Beaucoup d'entre nous au Québec sont capables de s'exprimer en anglais aussi. Alors, alors moi, ce que je ferais là, en ce moment, une des premières choses que je ferais si j'étais encore au fédéral, je prendrais les ressources de nos bureaux parce que ces ressources-là, c'était à mon avis, peu utilisées par les entrepreneurs. Je prendrais ces ressources-là et je les enverrais dans les marchés plus compliqués où là, vraiment, nos entrepreneurs ont besoin d'être accompagnés. Et je redoublerais les programmes, je regarderais exactement, je ferais une consultation systématique avec notre entreprise pour savoir c'est quoi vous avez besoin pour qu'on puisse vous aider à vous trouver des clients ailleurs, des clients fiables. Et ça, il n'y a pas de substitut pour l'expertise de terrain et d'être là, d'avoir, connaître l'environnement local, de pouvoir dire aux entrepreneurs, ici, on ne fait pas les affaires comme ça, faites attention à ci, faites attention à ça. Alors là, on a mis en place une politique pour l'Indochine, l'Indo-Pacifique, pardon. Et alors, je pense que je redoublerai les efforts, mais dans, dans le contexte actuel, c'est un beau message quand même. Si vous n'avez pas fait appel aux délégués commerciaux par le passé, ben, je vous encourage à le faire. Et la même chose avec les équipes du MRI à l'étranger. Surtout les équipes du MRI, elles sont extraordinairement efficaces. Je pense que des fois, être petit, avoir moins de ressources, ça rend les gens plus entrepreneuriales. Et moi, j'ai toujours été hyper impressionné par les équipes du Québec à l'étranger. Alors, je vous encourage à faire appel à leurs services. Très bon conseil. Moi, je vous écoute, puis je pense qu'on aimerait tous avoir une boule de cristal hein, pour la suite des choses. Je pense que ça nous aiderait grandement. Puis j'ai deux petites dernières questions qui peuvent avoir de grandes réponses, je vous rassure, mais je vois le temps quand même filer. Puis on a quelques questions aussi qui sont dans le chat. Philippe, le budget du Québec, il arrive, c'est le 25 mars prochain. Tu vois-tu quelques grandes orientations qu'on peut anticiper pour ce budget-là, justement, pour nous aider face à ce contexte économique? C'est une question large, mais tu sais, je te laisse un petit peu de souplesse dans ta réponse. Ben, Éric Girard, dans son tweet qui disait le budget va être le 25 mars, il disait que ça va être, j'ai noté, le ministre parlait d'un plan pour faire face à l'incertitude économique. Ils ont déjà annoncé des mesures Hmm. pour faire face justement à la situation actuelle. Clairement, avec ce tweet-là, Éric Girard parle jamais pour rien dire. C'est toujours, quand il dit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en tête, en arrière. C'est pas un politicien traditionnel, je l'ai bien connu. Euh, donc, quand il dit ça, ça veut dire que le budget va être pas, va avoir des mesures pour l'incertitude, pour la situation actuelle.
L'ampleur, le nombre, c'est vraiment difficile à estimer, mais c'est clairement le thème du budget. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore d'autres choses qui soient dans le budget. Ensuite, évidemment, la situation économique peut peut-être les restreindre, mais on s'entend que des aides ponctuelles n'ont pas d'impact à long terme sur un budget. Si tu aides maintenant, c'est un déficit maintenant, ça fait mal. On n'aime pas ça, les déficits, mais un déficit maintenant n'est pas un déficit futur. Puis son objectif, lui, à terme, c'est de retrouver l'équilibre budgétaire. Donc, il peut détériorer temporairement pour pouvoir s'en nuire au futur. Donc, probablement que c'est dans ces eaux, dans les aides plus temporaires qui pourraient aller, mais c'est encore une fois, je spécule parce qu'il y a très peu d'informations qui ont filtré, mais il faut s'attendre à ce que le budget tourne autour de ce sujet-là parce que ça serait manquer le tableau, manquer la parade que de ne pas intervenir là-dedans. Puis, juste pour rajouter très, très rapidement, à court terme, c'est là qu'il va falloir regarder pour les entreprises québécoises parce que malheureusement, on le sait, là, ça semble être clair qu'on n'aura pas un Parlement qui siégera avant probablement la fin avril, au mois de mars. Et le fédéral a annoncé certaines mesures, mais elles sont très limitées parce qu'elles doivent être restées dans ce qu'il est possible de faire sans une nouvelle législation, sans un nouveau budget approuvé par les législateurs. Donc, à court terme, ça va être vraiment la province qui va falloir, ça va être l'outil provincial qui va primer parce qu'on n'en aura pas au fédéral avant le mois de mai. Merci, Louise. Puis je vais terminer sur ma dernière question. Je vais te garder, chère Louise, parce que tu as parlé de diplomatie tantôt, l'importance du support des républicains. Euh, Pourquoi que les entreprises, que les organisations américaines sont si timides? Tu sais, je pense qu'ils les voient les impacts, ils les voient les enjeux, mais on les entend peu ou pas. Moi, je dirais pas, là, mais même les chambres de commerce américaines sont très pointilleuses. Fait que j'aimerais ça t'entendre là-dessus, Louise. Mais effectivement, ils ont été très, très, très précautionneux jusqu'à maintenant. La semaine dernière a changé les choses, par exemple. Quand vraiment on est revenu, parce que ça, c'était vraiment la première fois qu'il imposait mardi pour de vrai, là, pour de vrai, de vrai, de vrai. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est pas grave, ça a duré au moins 24 heures. Et là, ils sont sortis. Alors là, on a vu des communiqués de presse plus durs de toutes sortes de chambres de commerce à travers les États-Unis. Et on a eu effectivement ce qui s'est fait en coulisses. On le sait, on l'a appris. Il y a eu beaucoup d'appels qui ont été faits. Parce qu'on dirait que ça leur a pris ça pour se réveiller. Là, jusqu'à ce moment-là, moi, je n'arrêtais pas de me faire dire, je l'ai dit tout à l'heure, les Américains étaient convaincus que c'était juste du bluffage puis que c'était pour le mettre en position de négociation. Ils ne pensaient pas qu'elle allait aller de l'avant. Mais ça, quand même, ça nous dit jusqu'à quel point eux-mêmes ne sont pas d'accord parce qu'ils trouvaient que la mesure était tellement folle qu'il n'allait jamais le faire. Mais il l'a fait. Alors là, ils se sont réveillés. Alors, il y a ça. Mais aussi, une des raisons pour laquelle ils avaient été si timides et précautionneux, c'était pas juste, je pense qu'ils étaient dans le déni, là, parce que ça les arrangeait, parce qu'ils ont voté pour lui. Le secteur privé, c'était pas en 2016. En 2016, il y avait pas les compagnies derrière lui, OK? Mais cette fois-ci, les compagnies et les entrepreneurs et les gens à l'affaire ont voté pour lui au point que pour son inauguration cette année, ils ont été obligés de refuser des dons. Ça rentrait par des millions et des millions et des millions et des millions de dollars pour payer le gros party à Washington. Moi, j'ai parlé à Reince Priebus, qui était le co-chair de l'inauguration, qui a dit les gens nous supplient de pouvoir donner de l'argent à son inauguration. Pourquoi les entreprises américaines étaient tellement derrière lui cette fois-ci? Parce il a promis des coupures de leurs impôts personnels et corporatifs et il a promis de la déréglementation. Alors, eux autres, là, ils étaient là-dessus, c'était leur roi, c'était leur Dieu. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait ni baisse fiscale, ni de réglementation. Il a fait tout simplement des tarifs et des coupures du gouvernement. Là, ils disent, ben, c'est pas pour ça qu'on a voté. Alors là, ils se réveillent. Alors, c'est ça qui se passe en ce moment, c'est ils se sont un peu, ils sont restés silencieux parce qu'ils pensaient qu'il y aurait ce qu'ils voulaient. Puis, mais ce n'était pas les tarifs qu'ils voulaient. Ils voulaient les deux autres éléments, mais là, ils les ont pas eu. Puis, il a mis de l'avant les choses qu'ils ne voulaient pas. Alors là, ils sortent. Ils sont prêts à sacrifier peut-être leur baisse d'imposition parce que les tarifs sont tellement insoutenables.
Merci, très intéressant. Frédéric, il nous reste Ouais. plus de minutes. Je pense que Louise Ouais, ben va écoute, malheureusement nous rapidement, quitter. qu'une minute pour le. On n'y va pas au niveau des, des questions Est-ce qu'on de fait, Louise, une l'histoire, non? dernière question ou non, malheureusement, on ne peut pas. Pas de problème. Non, si, mais moi, je vais arrêter de parler, là. Je vais entendre Philippe. Ah, ok. Bon. Bon, ben c'est Je bon, peux écoute, en on va prendre juste une, je peux rapidement. en prendre une question, j'ai pas de problème. Parfait. Donc, on sait que dans un contexte réglementaire, tout ça, il y a tout ce qui se passe au niveau macro. Au niveau micro, lorsqu'on pense Québec, Montréal, métropole, capitale nationale, on pense pour Québec, potentiellement la ZEM, la zone économique métropolitaine. Puis c'est quoi le rôle au final que devrait se donner un gouvernement local là, tel que la Ville de Québec, tel que la Ville de Montréal, dans ce contexte-là, en termes de lien avec les entreprises, lien avec les gouvernements? Comment vois-tu ça, Philippe? Ben, je vais voler des paroles de Louise, en fait, on a parlé un petit peu de ça avant en préparation, puis je vais lui donner le mérite. C'est pour ça que je veux pas tout le. euh, les acteurs locaux ont un rôle à jouer dans la coordination des efforts locaux pour s'assurer que connaître la réalité terrain, puis aider les entreprises à se développer localement, autant par la Hmm. réglementation locale, des mesures fiscales, mais aussi en étant une sorte d'intervenant avec les autres organismes qui doivent investir, qui sont là pour soutenir le développement économique. On pense à Investissement Québec, au ministère de l'Économie, à Développement économique Canada. Tous ces organismes-là doivent se parler ensemble, puis les acteurs locaux, comme les municipalités, comme vous, les chambres de commerce, avait un rôle très intéressant et important pour s'assurer que de bien arrimer tous ces besoins-là et ces offres de services-là. Donc, c'est à ce niveau-là que c'est le plus important. Puis aussi, faire comprendre aux politiciens la réalité. C'est très difficile pour l'avoir fait quand on est en politique de bien comprendre ce qui se passe proche des gens parce que notre vie est tellement occupée qu'on n'a pas le temps par nous-mêmes d'aller voir les gens toujours. Mais quand on rencontre Marie-Josée, quand on rencontre Frédéric, quand on rencontre les villes, là, c'est une bonne occasion de vraiment sentir ce qui se passe. C'est vraiment essentiel pour les gouvernements d'avoir ces échanges-là. J'ai parlé de vous, je parle de Louise aussi qui fait ce genre de rôle-là. C'est vraiment important. Donc, je pense que dans tous ces aspects-là que les acteurs locaux des municipalités peuvent le mieux soutenir leurs entreprises. Puis, tu sais, je reviens aussi, il y a la réglementation, j'ai dit les tarifs, mais je voulais dire la fiscalité. Il y a aussi, ce sont des éléments importants pour les entrepreneurs. Puis c'est pas juste les gouvernements supérieurs qui en ont, il y en a aussi localement. Ben, avant de conclure, j'aimerais remercier Louise Blais, Philippe Boujon. Écoute, on a eu accès à de la qualité, de l'intelligence au pied carré, puis de la belle connaissance. Donc, merci à vous deux. Ça a été très éclairant. Je pense que les entrepreneurs sont mieux équipés ce matin pour la suite. Marie-Josée, je te cède la parole. Ben, écoute, je fais du pouce sur ce que Frédéric dit. Merci infiniment, Louise, Philippe, vraiment. C'est très clair ce que vous nous avez partagé. On a manqué de temps, malheureusement, parce que c'était trop intéressant. Peut-être qu'on aurait dû mettre 1 heure et demie, mais écoutez, déjà de vous avoir avec nous, très apprécié. Merci à Merci. tout le monde en ligne pour votre participation. N'oubliez pas de nous suivre pour le lien du webinaire. Puis, merci infiniment. Ah, Bye-bye. merci à vous de l'invitation. Puis merci, Philippe. C'était un honneur d'être avec toi. Ben, c'est partagé. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Bye-bye. Au revoir.